porter la réunion à ce soir. Donc merci d'être au rendez-vous. Donc c'est une conférence qui est organisée par le groupe professionnel des ingénieurs arts et métiers. Et on est accueillis ici sur le campus des arts et métiers de l'ENSAM de Paris. Et je voudrais remercier M. Geoffroy, qui est le directeur du campus, qui n'est pas présent, mais je l'ai remercié tout à l'heure. Donc le remercier de nous accueillir dans ces locaux. Ça nous donne aussi l'occasion d'accueillir des industriels, mais aussi de faire venir quelques élèves pour justement essayer de leur montrer des problématiques réelles du monde industriel. Alors en un mot, les groupes professionnels, qu'est-ce que c'est ? Donc les groupes professionnels, ce sont en fait des réunions organisées par les ingénieurs arts et métiers. Donc il y a 44 groupes professionnels au sein de la Société des ingénieurs arts et métiers. L'idée de ces groupes professionnels, c'est d'être un observatoire de l'évolution de marché, des perspectives, des débouchés sur différentes branches professionnelles. Donc il y a des groupes professionnels dans les métiers de l'automobile, de l'aéronautique, la maintenance industrielle ce soir. Mais il y a aussi des groupes professionnels sur des thèmes comme les femmes ingénieurs. Donc voilà, des groupes assez divers. Et ce qui est important, ce sont des groupes ouverts. Ce ne sont pas des clubs fermés d'ingénieurs arts et métiers. Ce sont des moments de rencontre ouverts où, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Le groupe professionnel Maintenance et Fiabilité, donc c'est nous qui organisons cette conférence ce soir. Donc c'est un groupe de 800 membres, donc 800 personnes qui reçoivent régulièrement nos newsletters, qui communiquent. L'objectif, c'est de mettre en avant une vue prospective des métiers de la maintenance et d'avoir une vision sur les nouveaux défis de la maintenance. Donc essayer d'avoir une vue d'ensemble et une vue de ce que sera la maintenance de demain et s'y préparer. On est essentiellement centré sur l'humain parce que la maintenance, c'est un métier de service. Donc c'est un métier avant tout d'homme, donc nos conférences ne sont pratiquement jamais axées sur des problèmes techniques, le nouveau capteur, la nouvelle machine. Ce sont souvent et très souvent des problèmes ou des questions organisationnelles, des questions pratiques sur la gestion des ressources humaines comme ce soir, ou un lien avec les nouvelles technologies et comment ces nouvelles technologies s'intègrent dans les métiers de la maintenance. Alors, ce soir, on est présent parce qu'en décembre 2017, nous avions organisé une première conférence qui était intitulée Agroalimentaire, gestion du turnover des équipes maintenance. Réunion au cours de laquelle on a eu 5 intervenants qui ont présenté la manière dont ils voyaient le turnover et la manière dont ils gèrent eux le turnover. On a eu donc Gaël Baudrineau, responsable marketing du site emploi-maintenance-industriel.com, qui nous a parlé de la marque employeur. Yvan Lebrédonchel, qui a présenté un retour d'expérience sur un sondage auprès de techniciens de maintenance sur leur motivation par rapport à ces métiers. Alexis Coiser, qui revient ce soir, qui nous avait présenté sa démarche, qui tout à l'heure approfondira un peu le sujet. Monsieur Gris, qui est le directeur industriel du groupe Cristal Union. Et monsieur Cyril Fayat, qui est un enseignant sur le campus de Aix-en-Provence, des arts et métiers d'Aix-en-Provence, qui nous avait parlé de comment l'alternance pouvait être une solution à ce problème de turnover. Donc là, c'était le thème de décembre. Et suite à cette conférence, on a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé finalement de continuer le débat. Et donc ce soir, en fait, cette conférence, c'est une conférence table ronde qui est la continuité du thème du turnover. Donc pour ne pas réutiliser le même mot, on l'a appelé fidélisation. Et donc la question, c'est comment fidéliser les équipes maintenance et quels sont justement les leviers sur lesquels il faut agir. Alors, juste quelques mots-clés de la conférence précédente pour un peu remettre dans le contexte. On est dans un environnement de guerre des talents aujourd'hui. Le recrutement devient difficile. Et donc, on est dans une phase où l'entreprise doit aussi séduire le candidat. Autant il y a 20 ans, c'était le candidat qui devait vraiment séduire l'entreprise par son parcours.
Aujourd'hui, on est dans une époque où à la fois l'entreprise et le candidat doivent se séduire mutuellement. On est dans les métiers de la maintenance sur des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire que le nombre d'offres d'emploi et le nombre de candidats disponibles, le ratio est assez proche de 1. Donc on se rend compte que recruter est difficile sur ces métiers, donc des métiers en tension. Ensuite, on a évoqué aussi l'impact du digital dans les processus de recrutement. Donc aujourd'hui, les entreprises ne sont plus forcément maîtres de leur communication et on retrouve sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations sur les entreprises. Donc lorsqu'un candidat recherche un nouveau poste, eh bien, il va pouvoir, au-delà de la communication officielle de l'entreprise, pouvoir aussi se renseigner sur l'entreprise. Et enfin, bien sûr, une nouvelle génération face au travail. L'ensemble fait qu'on est aujourd'hui avec des candidats qui agissent plutôt en tant que consommateurs face aux propositions de recrutement. Voilà, donc ça, c'est en quelques mots résumé, mais c'était le premier développement qu'on a eu en décembre. Donc voilà quelques mots-clés. Alors pourquoi travailler sa marque employeur? On l'a dit, pour attirer les talents dans un climat de concurrence, pour exister vis-à-vis des concurrents. Alors c'est étonnant parce qu'on parle de concurrents et on associe le mot concurrent et recrutement, mais on est effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur de la concurrence et sur un marché de l'offre et de la demande. Donc, donc quand on est une PME qui ne dispose pas forcément des budgets des grosses entreprises, ça peut aussi être un problème. Et enfin, pourquoi travailler sa marque employeur? Pour fidéliser les compétences en interne, parce que fidéliser coûte beaucoup moins cher que recruter. Donc, on a eu ensuite, donc ça c'était la présentation de Gaël Baudrineau du site Emploi Maintenance Industrielle. Ensuite, on a eu le groupe Cristal Union qui nous a présenté sa politique de fidélisation des équipes maintenance. Alors, c'était vraiment lié à leur contexte. Leur politique est basée sur la nature de leur industrie qui est très spécifique, avec une forte saisonnalité, qui leur permet d'impliquer à la fois les producteurs et les mainteneurs. Ce sont des termes à eux, c'est des termes utilisés assez généralement, et avec une différenciation entre justement ces producteurs et ces mainteneurs qui est assez faible, qui permet, la taille du groupe leur permet aussi de proposer des activités variées, donc permet aux employés d'acquérir des compétences assez diverses tout au long de l'année. Et justement, la mobilité, comme c'est un grand groupe, ils ont plusieurs sites et donc plusieurs possibilités d'évolution de carrière pour leurs techniciens de maintenance. On avait aussi évoqué des choses sympas dans leur groupe, des tournois de foot, des trophées au niveau du groupe. Voilà, donc une politique de Cristal Union assez complète et assez travaillée. Voilà, donc en quelques mots, les quelques mots-clés, je voulais placer par rapport à ce qui avait été dit en décembre. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alexis, donc, qui va nous présenter la démarche qu'il a appliquée chez Ferrero France et qui va développer le thème de la fidélisation. D'abord et avant tout, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, Alexis Coiser, je suis ingénieur des arts et métiers au départ. Je suis un peu le mouton égaré à la gare de triage à la sortie des études, puisque après les arts et métiers, d'abord j'ai commencé dans l'automobile chez PSA Peugeot Citroën pendant 3 ans. Au service formation, j'ai couvert l'ouverture du conflit social d'Aulnay à l'annonce de la fermeture de l'usine dans le nord de Paris. Et puis après, je suis parti dans un groupe italien pour être responsable des ressources humaines régionales. D'abord à Nantes et ensuite DRH sur Paris, sur 2 sociétés dans les matériaux de construction, donc Unibéton et GSM, béton prêt à l'emploi et Granulat, jusqu'à ce que je sois approché par la société Ferrero qui recherchait un expert des relations sociales. Et donc j'ai accepté le challenge dans une entreprise là aussi italienne
une entreprise que tout le monde connaît, alors qui a défrayé la chronique pas mal cette année, puisque entre ce qu'on raconte sur le Nutella et l'huile de palme et les tarifs très dégressifs que peut imposer Intermarché sur les pots de Nutella, on a pas mal parlé de Ferrero cette année. Ferrero, c'est Nutella, c'est Kinder, Kinder Bueno, Tic Tac, Ferrero Rocher, Mon Chéri, donc qui sont des marques emblématiques. Et donc je couvre chez Ferrero France toute la partie RH industrielle et à ce titre-là, donc pas mal confronté aux problématiques qui a priori sont les vôtres aussi, de finalisation des équipes de maintenance. Alors de quoi on va parler rapidement aujourd'hui? Je voudrais juste reposer un tout petit peu le contexte et qu'on regarde ensemble à quoi correspond l'industrie agroalimentaire aujourd'hui en France, pour se dire que c'est le premier secteur industriel français. On a tendance à occulter cette partie-là. La France est 5e au niveau des exportations sur le plan agroalimentaire. Il y a une entreprise sur 5 qui introduit chaque année un nouveau produit, ce qui est quand même pas neutre en termes de design de lignes et de maintenance des lignes. Et l'agroalimentaire a généré un chiffre d'affaires de 183 milliards d'euros. En 2013, puisque les chiffres datent de 2013, avec une carte que vous trouvez en haut à gauche qui reprend la distribution des compétences en agroalimentaire avec un principe de région. Et donc pour Ferrero, on est basé sur la région rouennaise, à l'ouest de Rouen, avec un gros site de production, un tiers de la production mondiale de Nutella qui sort du site de Villers-Récal. 20% de la production de Kinder Bueno et on a à peu près 40% de la production de produits saisonniers, les œufs Maxi Surprise et les calendriers de l'Avent entre autres, pour les saisons de Pâques et de Noël qui sortent aussi de là. On a aussi des entrepôts de supply chain qui arrosent l'ensemble du pays et qui s'occupent de toute la partie ouest européenne pour la distribution et l'alimentation des différentes chaînes. En termes d'effectifs, alors là on est toujours sur un périmètre français. En termes d'effectifs, ce qui est intéressant, c'est de regarder principalement le tableau qui est là, qui n'est pas évident à lire. En réalité, ce qu'on dit, c'est que l'effectif de maintenance est évidemment corrélé à l'effectif de production. C'est-à-dire que plus on a de personnes en production, de fait, plus la fonction est amenée à avoir de plus en plus d'intervenants en matière de maintenance, qu'on appelle aujourd'hui technicien de maintenance ou ingénieur maintenance. On va en parler après en termes de profil. Mais c'est une fonction qui est très corrélée à la production. Deuxième aspect qui est intéressant aussi, c'est l'évolution de la pyramide des âges, une fois de plus, sur tout le périmètre industriel et tout le périmètre de maintenance français. Et ce qui est intéressant, c'est de constater quand on la regarde comme ça, on a une pyramide des âges qui paraît très rassurante. C'est un âge moyen, quelque chose de très classique, un âge moyen qui est porté entre 35 et 44 ans, et puis une distribution en loi normale. Donc on se dit effectivement tout va bien. Quand on rentre un peu plus dans les détails et qu'on va regarder la réalité de l'évolution de la pyramide des âges, alors là c'est un peu différent puisqu'on a très clairement ce qu'on appelle une pyramide en diabolo, avec deux montagnes. Une première qui est basée autour des 28-36 ans. On va parler de cette génération-là juste après, parce qu'on a un vrai changement sur ce sujet, et qui vient se frotter avec une deuxième génération, qui est la génération des 52-60, qui sont aujourd'hui sur le marché, qui sont ceux qui accompagnent dans des logiques de transfert des savoirs et d'expérience, et qui ouvrent un champ de problématiques, en tous les cas de management, qui est justement en grande partie au cœur du sujet. Autre point intéressant sur lequel on va travailler aussi un peu ce soir, c'est si on regarde la distribution des diplômes dans la maintenance, on constate que 30% des diplômés en maintenance sortent d'un CAP ou d'un BEP. On a pour la partie Bac plus 2, Bac plus 3, donc BTS, 43%, 5% seulement sur des profils ingénieurs. Et enfin, le reste, donc les 22%, avec un profil Bac. Alors ça veut dire quoi en dehors du déclaratif? Ça veut dire que quand on rentre sur ces problématiques-là et qu'on les corrèle à la logique de pyramide des âges, à un moment donné, on est confronté à ce qu'on appelle des problématiques de premier niveau de qualification. Forcément, dans des logiques d'évolution de carrière, dans des logiques de design d'évolution de carrière, on va devoir se frotter à ces aspects-là. Et on se frotte aussi à des problématiques liées proprement à la compétence et à l'approche du management. Souvent, les populations de maintenance, qui sont des populations qui ont évolué au fur et à mesure des années,
sont des populations qu'on retrouve avec des problématiques de management parce que l'apprentissage du management a été très empirique et avec ce qu'on a plutôt tendance à appeler le management à la papa-maman, c'est-à-dire on gère ses équipes comme on gérerait sa propre famille. Et donc là, on se frotte aussi à d'autres problématiques. En termes de répartition, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, si ce n'est, parce que c'était intéressant en termes de turnover, de se frotter à la problématique des motifs de sortie. Donc les chiffres là datent de 2015. Pareil, périmètre national, France, on se rend compte que la majorité des départs, 52%, sont des départs individuels. Ce qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans. Il y a 5 ans, les équipes de maintenance étaient installées dans des usines, dans des lignes de production et faisaient leur carrière dans l'usine ou dans le groupe dans lequel elles étaient installées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a une vraie mutation sur ces aspects-là et on a aussi une mutation qui est liée à la mutation propre du métier qui a radicalement changé ces 5-10 dernières années. En termes d'enjeux et de challenges, si on rentre un peu justement sur ce point-là, les évolutions de la maintenance industrielle, elles ont été nombreuses ces dernières années. On l'a connu, l'informatisation, l'évolution avec les nouvelles technologies. Tout à l'heure, Miroslav en parlait aussi, on voit apparaître beaucoup d'objets connectés, donc avec des problématiques qui sont légèrement différentes. Les problématiques d'automates sont plus les mêmes, etc. On a une vraie complexité de nos systèmes, parce que notre production a dû évoluer avec les contraintes de marché, de mondialisation et d'ouverture sur l'extérieur, donc il faut qu'on soit au juste à temps. On a vu apparaître le Lean Management, le Lean Manufacturing, on a vu apparaître tout un tas de KPI diverses et variées qu'il fallait suivre et pour lesquels les équipes se sont pris tout ça dans la figure sans nécessairement avoir anticipé les changements que ça pouvait représenter en matière de formation, en matière d'accompagnement. Et on le sait tous, le changement fait peur, c'est une donnée de base. Et à partir du moment où on n'a pas sensibilisé les équipes à ces aspects-là, forcément, à un moment donné, on prend le mur. En termes d'activités de maintenance, ce qui est intéressant de constater, c'est que premièrement, il y a beaucoup d'activités de maintenance qui sont externalisées. De plus en plus, les entreprises et a fortiori les gros groupes se posent la question de l'intérêt de conserver un service maintenance dans leurs équipes. J'entends par service maintenance les activités de régleurs, les activités de techniciens de premier niveau, donc techniciens électromécaniciens, techniciens électriques, techniciens mécaniciens, et vont externaliser ces fonctions-là parce que si on les externalise, ça coûte beaucoup moins cher, on fait appel à de la polyvalence et de facto, on profite aussi de ce qui peut se passer dans les autres entreprises et donc c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les process. Autre aspect directement corrélé à ça, c'est que les activités de maintenance de premier et de deuxième niveau ont été libérées et envoyées vers la production. Donc là où avant, il y avait des activités et des gammes de maintenance qui étaient directement dédiées au service en tant que tel, aujourd'hui, ces gammes-là sont renvoyées vers l'opérateur, renvoyées vers les chefs d'équipe de ligne, vers les frontline managers en se disant le lean manufacturing nécessite qu'on puisse piloter l'ensemble des indicateurs que peuvent être la sécurité, les délais, etc. Et donc, il faut avoir la main sur la maintenance de premier niveau, voire de deuxième niveau. Et donc, on renvoie ces missions-là. Et donc, on se retrouve avec des techniciens de maintenance de l'époque, ou en tous les cas, des populations de maintenance qui avaient ces activités au départ, qui étaient très bons dans ces activités-là, et qui se retrouvent totalement déshabillés avec les modifications de contrat de travail que ça peut avoir, et donc exposés à des problématiques, ou en tous les cas à des tâches qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, et donc parfois directement exposés à l'échec, ce qui pose un vrai problème là de management. Nécessité aussi d'optimiser l'efficacité de la maintenance, donc ça on l'a vu avec les fonctions de Lean Manufacturing, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et enfin, évolution technologique majeure, c'est tout ce que je vous ai évoqué sur l'évolution des lignes de production et de l'approche même des métiers de la maintenance, puisque l'activité de maintenance n'est plus uniquement le changement de certaines pièces. Il faut savoir rentrer dans des paramètres de programme, il faut savoir rentrer dans des paramètres de système. Il ne s'agit pas que d'aller réarmer un TGBT à l'extérieur de l'usine, mais c'est directement intervenir sur des logiques de flux électrique, des logiques de puissance ou de distribution de puissance avec des niveaux de formation qui ne sont pas du tout adaptés. Et là, on a un problème franco-français sur les formations initiales de nos équipes de maintenance et j'y viens juste après. En termes de problématiques, toujours, c'est ce que je vous évoquais, le profil de recrutement est en train de dévier, mais alors très très fortement, sur du BTS, voire des ingénieurs de premier niveau, jeunes diplômés. C'est ce qu'aujourd'hui les entreprises recherchent et de toute façon, c'est ce que les profils nécessitent.
Donc à un moment donné, on va laisser sur le bord de la route des équipes qui sont titulaires d'un BEP, d'un CAP, d'un bac, qui n'ont plus l'âge en matière de capacité à se réinvestir dans des cursus de formation. Et tous ces aspects-là, on ne les a pas anticipés. En termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de GPEC, on ne les a pas anticipés. Alors, je ne veux pas dresser un tableau absolument catastrophique, parce que des solutions, il en existe. Il s'agit d'aller regarder sur les vrais sujets. Mais en tant que tel, c'est le premier tableau qu'on peut brosser en la matière. Alors, la problématique à laquelle Miroslav m'a exposé il y a quelques semaines maintenant était de dire parlons fidélisation. Alors, je me suis posé la question de fidélisation. On sait tous ce que ça veut dire. Il suffit d'aller dans le dictionnaire. C'est l'ensemble des actions qu'on met en place pour faire en sorte que les collaborateurs restent fidèles et continuent à délivrer. Il y a les deux aspects, reste fidèle et continue à délivrer. Alors, les premières questions qu'on se pose, c'est fidélisation, ok, c'est bien, c'est vertueux, ça peut être très intéressant de s'engager dans la fidélisation dans une entreprise, a fortiori dans un groupe, mais pour autant, quelles mesures on met en place et quels sont les impacts demain? Juste un petit élément auquel, quand je suis arrivé, j'ai exposé mes équipes. Je suis tout à fait d'accord pour accueillir des profils quand on a des postes à pourvoir, mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord pour faire entrer des gens qui toquent à la porte et parce qu'ils ont une bonne bouille, rentrent directement dans l'entreprise. Donc forcément, il y a un préalable, et le préalable auquel on a été exposé dans le cadre de la démarche que je vous expose là, c'est il faut à un moment donné travailler sur le recrutement. Et travailler sur le recrutement, c'est de quoi a-t-on besoin, qui attend-on et comment est-ce qu'on dessine le mouton à 5 pattes, parce qu'on a tous besoin de ce mouton à 5 pattes, c'est-à-dire le parfait candidat qui va faire plus que ce que je veux, parce qu'il est évolutif, parce que dans son approche, il sait des choses que d'autres ne savent pas et parce qu'il va faire vraiment la différence. Donc on commence à toucher du doigt la logique de talent dans ces fonctions-là, et donc je vais y revenir après. Alors forcément, quand on parle fidélisation, on parle recrutement, et puis après vous avez tous les sujets, alors désolé, moi je les aborde comme ça, mais un peu tarte à la crème, c'est-à-dire marque employeur ou alors culture d'entreprise. Alors il y a plein d'entreprises qui, il y a 10-15 ans, se sont lancées dans l'élaboration des chartes de valeurs. C'est très intéressant, alors on publie ça partout. L'employer branding, vous avez plein de sites internet qui ont fleuri dans tous les sens, imaginant qu'effectivement ça allait faire la différence. Ça aurait pu faire la différence il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça ne le fait plus du tout. Et en plus, c'est un vrai retour de bâton et un retour de flamme parce que, comme l'exposait Miroslav tout à l'heure, les équipes qu'on fait rentrer, a fortiori donc les futurs bons profils, les futurs talents de l'entreprise, ont une approche des technologies digitales radicalement opposée aux nôtres et vont se servir de ce que vous avez publié en charte des valeurs, en culture d'entreprise, pour faire mousser, pour faire monter les enchères et pour vous mettre en difficulté. Et c'est là où il faut être un peu plus sioux dans l'approche et anticiper ces points-là. Alors, forcément aussi, quand on parle recrutement, marque employeur, culture d'entreprise, c'est intéressant de se poser la question de l'évaluation qu'on en fait. Est-ce qu'à un moment donné, ces données-là dans l'entreprise ont été évaluées? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce que la marque employeur qu'on diffuse sur le net, parce que le groupe Ferrero est très axé sur la qualité, la famille, la fête, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour attirer les bons profils? Est-ce que réellement c'est ce dont ils ont besoin? On a fait une expérience il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, sur la marque Tic Tac. Tic Tac était une marque réellement en perte de vitesse et en particulier en perte de vitesse chez les jeunes. Dans l'approche qu'on a eue, l'évaluation qu'on a faite de la marque employeur et donc de la marque Tic Tac auprès des populations les plus jeunes a révélé le fait que toute notre campagne, toute notre approche, toutes les valeurs qu'on mettait en avant étaient beaucoup trop arriérées et en tous les cas avaient besoin d'être dépoussiérées. Et c'est ce qu'on a lancé avec la logique des Tic Tac Gum. Alors pourquoi est-ce qu'on a lancé les Tic Tac Gum que vous commencez à voir apparaître dans les supermarchés? Parce qu'en fait, dans l'approche qu'on a eue, quand on interroge le panel des jeunes générations, donc jeunes générations, on va mettre 25-35 dans ces eaux-là, 35-40, c'est les générations qui, la pause cigarette, le téléphone portable, l'instantané, je suis dehors, je suis dans la rue, j'ai besoin de me donner une contenance et donc je vais utiliser mon téléphone portable parce que je ne sais pas quoi faire. Je vais utiliser ma cigarette parce que je ne sais pas quoi faire pour me donner de la contenance et a fortiori, je vais utiliser un bonbon et donc a fortiori le chewing-gum. Et c'est là où la marque Hollywood, par exemple, se
se mord un peu les doigts, puisque Hollywood est mort il y a quelques années maintenant, parce qu'ils ont loupé le train, puisqu'il y a quelques années, ils n'avaient pas anticipé ce point-là, ils ont voulu s'engager dans les bonbons qui sont beaucoup plus éphémères, alors qu'ils auraient dû réengager d'autres parfums et donc rentrer dans cette logique de panel. En tous les cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la réponse qui est faite par la jeune génération correspond exactement à ce que je vous évoquais à l'instant. Il faut changer le processeur, il faut changer l'approche qu'on a du marché, mais aussi de nos candidats qui rentrent dans l'entreprise. Alors, l'objectif, c'est donc, à un moment donné, si on parle fidélisation, de créer une relation durable avec l'ensemble des collaborateurs. Alors, la relation durable, on peut la voir classiquement et on l'a dans 60% des cas. On signe un contrat de travail, l'ancienneté dans les entreprises françaises tourne autour de 23-24 ans en moyenne. 23-24 ans dans une entreprise, c'est une très très belle ancienneté en moyenne, donc tout se passe plutôt très bien. En réalité, on se rend compte que il y a une vraie logique de zapping qui s'est installée avec les générations qui sont rentrées, je vais en parler juste après. Mais il y a surtout, avec les changements de marché du travail qui sont en train de s'engager là, avec la désertification de certains profils, avec l'état d'un marché européen du travail, une vraie logique de surenchère, et donc ce zapping-là est aussi accéléré sur des générations et donc sur des talents sur lesquels on aurait besoin d'entretenir cette fidélisation-là. Alors ça veut dire, si on crée une relation durable, qu'il faut qu'on soit en capacité d'évaluer les compétences, qu'on soit en capacité de suivre l'évolution de carrière et qu'on soit en capacité d'accompagner le développement. Alors en règle générale, quand vous arrivez dans une entreprise, dans un groupe, la première question qu'on pose sur ces sujets, parce que tout le monde vous dira oui, on gère les talents, oui, on a des actions en matière de formation, oui, on chouchoute les meilleurs d'entre nous, etc. Mais posez la question à la fonction RH de quelle est la définition des talents chez vous? C'est intéressant ça, c'est quoi un talent? C'est quand on dit c'est quoi un potentiel? Des jeunes à potentiel. Il faut absolument qu'on les garde parce qu'ils ont du potentiel. Mais c'est quoi le potentiel? Est-ce que justement un employé ou un ouvrier qui est à la chaîne de production ou au service maintenance, est-ce qu'il a du potentiel ou pas? Est-ce que c'est du potentiel d'évolution? Est-ce que c'est des potentiels de développement? Est-ce que c'est du potentiel de connaissance, de compétences? Tout ça, on ne sait pas. Mais par contre, on parle de potentiel. Ça, c'est très vrai dans la fonction RH d'aujourd'hui. Donc, on en trouve, ça tartine beaucoup sur le sujet. De la même manière, évaluer les compétences, c'est intéressant, mais quels outils on utilise pour évaluer les compétences? Et en particulier, derrière ça, quel est le rôle du manager? Parce qu'on envoie nos managers tels des fantassins au-devant des collaborateurs en disant il faut que tu fasses l'entretien individuel, il faut que tu fasses l'entretien professionnel. Oui, mais c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que derrière ça, on va gérer réellement la potentialité des gens? Est-ce que réellement derrière ça, on est en capacité de mettre en place les vrais outils de formation adéquats? Et puis après, ça suppose aussi de placer les managers dans des situations de prise de pouvoir. C'est-à-dire que ça, dans les entreprises, ce n'est pas forcément commun aujourd'hui. Et quand je dis prise de pouvoir, c'est aussi être en capacité de reconnaître qu'on a des salariés qui ne font pas l'affaire, qu'on a des salariés dont nécessairement il va falloir envisager un repositionnement professionnel, voire une sortie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et parce que, et c'est l'effet perverse de la fidélisation, si on cherche à fidéliser les meilleurs, on ne peut pas garder les moins bons. Et quand je dis on ne peut pas garder les moins bons, j'enfonce volontairement cette porte-là, qui est toujours un peu choquante, mais on ne peut pas, en qualité de fonction RH et a fortiori de direction générale, continuer à considérer qu'on a dans les placards des gens dont on n'a pas envie de se séparer parce que ça coûterait trop cher, parce qu'il y a eu service rendu à l'entreprise, etc., parce que ça nuit à la fidélisation. Et c'est le premier point. C'est à un moment donné, on ne peut pas placarder sur les murs des chartes de valeurs, on ne peut pas dire d'un côté, voilà la politique de l'entreprise, on attire les meilleurs, on s'engage là-dedans. Si à un moment, on ne s'engage pas dans une vraie politique RH, et la vraie politique RH, elle repose essentiellement sur l'évaluation des compétences du début jusqu'à la fin. Alors, pour attirer, et ça aussi, j'ai pris la définition volontairement dans le dictionnaire, pour attirer, il faut être en capacité de se mettre à la place d'eux. Il faut comprendre les attentes liées aux générations. Et là, alors le panel ici est intéressant parce qu'on a justement ces deux approches-là. On a aujourd'hui sur le marché une génération qu'on a vu venir, je ne peux pas dire qu'on ne l'a pas vu venir,
mais dont on n'a pas voulu entendre quels étaient les signaux faibles au début et qui aujourd'hui sont devenus des vraies composantes de génération et qui ont profondément modifié le management pour lequel en France nous sommes en retard quand on se compare à l'Allemagne, aux États-Unis, à la Russie, qui est très très en avance sur ces aspects-là et qui a innové sur un certain nombre de concepts RH. Alors, ça veut dire aussi, si on s'attache à ça, qu'il faut changer le modèle de management. Donc là-dessus, on va développer 3 points. Le premier, c'est qu'il va falloir donner des responsabilités élevées et transverses. Le deuxième, c'est qu'il va falloir envisager la flexibilité et l'optimisation des conditions de travail. Et le troisième, c'est qu'il va falloir travailler sur des récompenses originales. Et vous allez voir qu'en la matière, des fois, il y a des choses qui sont un peu choquantes parce que qui sortent complètement des sentiers battus, qui heurtent un peu nos habitudes en la matière, mais qui pourtant font vraiment la différence aujourd'hui sur le marché. Alors, si on va faire un petit tour, et je vais les dérouler après les 3 points, si on va faire un petit tour sur la fameuse génération dont je vous parle depuis tout à l'heure, celle qui aujourd'hui porte le nom très globalisé de millennials, on va retrouver essentiellement une somme, un regroupement de la génération Y, ici, Y pour Y, la génération du pourquoi, et la génération du pourquoi qui va sans arrêt vous poser la question du « mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi lui, il a le droit à ça et moi, je n'ai pas le droit à ça ? Pourquoi est-ce que lui, il a évolué et pas moi ?» Toutes ces questions-là, on les a entendues en qualité de manager à un moment donné. Nos équipes nous ont retourné ces questions-là. Et ça, c'est propre à cette génération qu'on a appelée aussi la génération 35 heures, qui est la génération née entre 80 et 90, avec plusieurs données. La première, c'est qu'ils sont nés avec des outils digitaux dans la main, ou presque. Ils ont appris à l'école avec ça. Terminer les Atari ou les Amstrad de l'époque. Maintenant, on apprend à lire et à écrire avec des tablettes. Et puis, de la même manière, ils sont suivis de très très près par une autre génération qu'on a appelée la génération Z, Z pour réseau, qui est née, donc c'est les 90-2000, ce qui m'amènera donc à regrouper les 80-2000 avec génération 35 heures, la loi Aubry, qui rentre dans les mœurs et dans la façon d'approcher le travail et le rapport au travail, donc la valeur travail, et puis une génération hyper connectée. Donc tout fonctionne par le réseau, tout fonctionne par l'interconnexion, tout fonctionne par des marchés cachés, tout fonctionne par des échanges de bons procédés. Ça, aujourd'hui, c'est les réalités de marché. Si pareil, on va regarder donc ce que je vous expliquais, 2 familles qu'on retrouve en termes de composantes avec un niveau d'éducation élevé. En règle générale, ils se sont auto-formés. Vous avez entendu parler des MOOC, les MOOC, les tutos sur YouTube. On va plus suivre des formations pour apprendre à comment se servir de tel et tel truc. On va sur Internet, on prend un tuto, on regarde le tuto, on applique. Ça, c'est la réalité de cette génération-là. De la même manière, une dépendance financière beaucoup plus longue, la génération Tanguy, c'est bien de rester chez papa-maman parce que c'est confortable, parce que ça permet de faire des études, et puis quand j'ai fini mes études, je n'ai pas fini, je vais en faire d'autres, et puis etc., etc. Et donc derrière, une fois que je suis lancé, comme je me lance très très tard, je bricole un peu, je ne sais pas trop de quoi j'ai envie, etc. Donc je me mets en colocation, parce que la colocation c'est le réseau, et puis on réentretient ce modèle de génération-là, et ce modèle de rapprochement-là et de structure de société. Alors, intéressant de regarder qu'ils ont évolué avec des technologies numériques qui ont largement contribué à détruire les distances. Il n'y a plus de distance aujourd'hui. Vous pouvez avoir des amis au Canada, en Chine ou en France. C'est rigoureusement la même chose et vous vous rencontrez de la même manière. Dans leur schéma, dans leur vocabulaire, ils sont connectés. Tiens, j'ai vu un tel hier. Ah bon, il est où? Ah il est en Chine. Mais tu es allé en Chine hier? Non, on a fait Skype. D'accord. Et donc, en tant que tel, un tel qui est en Chine, dans une super boîte en Chine, m'a appris comment me servir de tel et tel outil. Oui, mais là, c'est Maurice qui a 55 ans qui va t'apprendre comment te servir. Non, moi, je ne suis pas intéressé par ce qu'il me dit. De toute façon, lui, il est largué, il ne sait pas se servir de l'informatique, et puis il ne sera pas en capacité de m'apprendre quoi que ce soit. Donc, le jeune en question débarque dans le service, et toutes les logiques de tutorat, de contrat de génération, pour ceux qui s'en souviennent, etc., sont d'ores et déjà totalement obsolètes. Parce que de toute façon, ce n'est pas vers ça qu'ils s'en vont.
Et de la même manière, elles leur ont permis une instantanéité des échanges avec le monde entier, tout en les habituant là aussi à une flexibilité inédite, puisque au quotidien, l'ensemble des relations qu'ils ont impactent tout leur comportement. Comportement en matière de consommation, comportement d'approche de l'entreprise et comportement en matière de valeur et de rapport au travail. Typiquement, vous allez pouvoir prendre tous les engagements que vous voulez, les écrire, leur promettre monts et merveilles, mais je te promets, si jamais tu t'engages dans tel truc, dans 3 ans, tu seras manager. Rien du tout. C'est une génération de renégats, une génération d'individualisme, et donc qui ne va se fier qu'à elle-même. Il ne faut pas oublier que c'est une génération qui relève de la génération chômage, c'est la génération sida. Donc ce sont des générations qui ont appris à se former toutes seules et qui ont appris à avancer par eux-mêmes tout seuls. Ça, il faut qu'on l'intègre dans l'entreprise parce que c'est radicalement opposé à la génération qui actuellement est en position de management, qui est la génération post-68 ou 68, et qui est en capacité de leur proposer des solutions pour demain et a fortiori de les recruter. Donc il va falloir qu'on parle le même langage, il va falloir qu'on se dise les mêmes choses. Et c'est, comme on le disait très justement tout à l'heure, pas à eux de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter à eux. Puisque aujourd'hui, ils ne viennent pas pour séduire l'entreprise, c'est l'entreprise qui va devoir les séduire pour les faire rentrer. Et c'est là tout le paradoxe du modèle. De la même manière, si on va regarder, toujours les millennials, ils ont grandi bombardés de messages de sensibilisation. Je vous disais tout à l'heure, c'est génération sida, donc l'ensemble des messages qu'on a vus, et de la même manière, avec l'effet régressif que ça peut avoir, c'est aussi la génération de tout est interdit. C'est-à-dire que dès que vous êtes confronté à un problème, on vous pond une loi. Et donc forcément derrière, une génération qui est habituée à ça. Donc une génération qui va chercher une judiciarisation à outrance, et qui, dès qu'elle a l'occasion, pour venger une action qui n'aurait pas été à la hauteur de ses attentes, ne va pas hésiter à saisir la justice ou à aller au prud'homme, et ce, en opposition complète avec toutes les valeurs qui pouvaient être les nôtres par le passé. Très sensible aux enjeux écologiques, on parlait tout à l'heure de messages, de valeurs, etc. Si on n'est pas axé là-dessus, c'est totalement out. Le meilleur exemple chez nous, ça a été toute la démarche sur l'île de Palme, pour laquelle on a dédié tout un pan de notre communication en interne à cette génération-là, donc la génération des 82 000, auprès desquels on a organisé des tables rondes, on a expliqué quels étaient les engagements de l'entreprise, on a débattu de ces engagements, on a cherché à les impliquer, ils ont apporté des solutions, etc. etc. C'est la génération du bio, entre autres, c'est toutes ces générations-là, les énergies vertes, les problèmes sanitaires, c'est les changements climatiques. Donc évidemment, quand on travaille dans des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, qui polluent énormément, à un moment donné, la marque employeur dont on parlait tout à l'heure doit tenir compte de ces aspects-là. On note 4 profils de millennials, vous allez les retrouver là. Pondérés plus ou moins par leur inclinaison avec les tendances et les usages. Alors vous avez les écolos authentiques que vous allez retrouver dans une frange bien précise de population. Vous avez les bobos. Alors ceux-là on les connaît bien, c'est souvent sorti d'école de commerce d'ailleurs. On va retrouver les économes parce que justement confrontés à cette logique de danger, donc de sécurisation, donc de recherche d'économie et en tous les cas d'hypersécurité. Et puis on a les high-tech, ceux que vulgairement on appelle les geeks, qu'on ne comprend pas parce qu'ils ne parlent pas, ils sont toujours fourrés dans les téléphones ou dans les ordinateurs, mais alors ils ont de l'or entre les 2 oreilles, puisqu'en capacité de vous transformer n'importe quoi sur le plan informatique, et qui représente la valeur sûre de demain, en tous les cas une valeur sur laquelle les entreprises misent énormément. Donc, en gros, si on regarde et qu'on les catégorise, ils recherchent de la transparence et de l'authenticité, première valeur importante. Ils lisent entre les lignes, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander systématiquement des preuves de tout ce que vous avancez, le fameux pourquoi. Donc, vous présentez un contrat de travail, mais pourquoi est-ce que vous avez utilisé ce mot-là et pas un autre? Pourquoi est-ce que vous me payez comme ça et pas autrement? Pourquoi dans telle entreprise ça se passe comme ça et pas ici, etc., etc.
Ils ont grandi avec la crise, le développement des offres low cost et la naissance des services de l'économie et du partage, et donc ils y sont très sensibles, et donc ils sont dans une logique de partage d'expérience, d'échange, d'ouverture de la communication, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs très intéressants sur YouTube où ils vont vous présenter la façon dont ça se passe à l'intérieur de l'entreprise alors que tout est régi par des règles de confidentialité. Ça peut arriver. Ils recherchent une consommation qui soit plus simple, plus disponible, plus accessible et plus rapide. Tout doit aller extrêmement rapidement. C'est l'ère de l'instantané. Donc, ce qui m'intéressait hier ne m'intéresse plus aujourd'hui. Donc, s'il vous renvoie des premiers signaux faibles, il faut capter les signaux tout de suite, réagir immédiatement, parce que demain, ce sera déjà trop tard. Et demain, vous serez déjà le manager has-been. Voilà ce qu'on peut dire sur les millennials. Et à la lumière de ces aspects-là, c'est intéressant maintenant d'aller se pencher sur ce qu'on évoque quand on parle de fidélisation. Puisque forcément, si on parle de donner des responsabilités élevées et transverses, c'est intéressant de regarder ce qu'ils attendent réellement. En fait, ce qu'ils vont aller chercher en tout premier lieu, c'est un développement de compétences sur ce qu'on a tendance à appeler les soft skills. Donc tout ce que vous ne pouvez pas appréhender aujourd'hui à date sur des tutos YouTube. Ce n'est pas la formation informatique sur Excel, PowerPoint, etc. qui les intéresse. Ça, c'est déjà fait et depuis très longtemps. Ce qui les intéresse, c'est des choses très techniques, très pointues en matière de management, de communication. Alors vous entendez souvent parler de techniques de communication type ProcessCom, programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle, etc. Tous ces aspects-là, ils sont très curieux, et vous allez voir après une des solutions qu'on a mises en place, ils sont très curieux de la façon dont ça fonctionne. L'être humain aujourd'hui est un peu malmené dans son identité sociétale. On commence à voir apparaître beaucoup d'intelligence artificielle. Et donc forcément, à un moment donné, ils recherchent, au même titre que nous tous, la façon de codifier des comportements. Moi, demain, je suis manager, je vais expérimenter des choses. Et donc, vous vous trouvez des fois dans des situations un peu scabreuses où effectivement, ils ont voulu essayer quelques techniques et puis ils se sont loupés. Alors, pour eux, ce n'est pas très grave. Par contre, des fois, il y a des écueils qu'il va falloir gérer sur le plan managérial, voire plus. Mais en tous les cas, c'est un des enjeux sur lesquels ils vont attendre des responsabilités fortes. Pareil, leur savoir sur des sujets connexes leur permet de prendre de la hauteur, d'identifier des opportunités porteuses et d'accélérer leur prise de décision. Souvent, la réponse n'est plus dans l'entreprise au moment où ils y sont rentrés. Donc vous intégrez des profils, imaginons qu'on va pouvoir les faire grandir dans l'entreprise, et si on ne fait rien, ils ont déjà trouvé une autre opportunité dans une autre entreprise, ils viennent juste consommer ce qu'ils peuvent consommer en interne et s'en iront dans quelques années, et quelques étant parfois un multiple de quelques mois. Et ils apportent aussi leur touche personnelle aux missions qui leur sont attribuées. Alors là, c'est souvent des trucs assez rigolos. Ils portent un regard différent sur des projets. Alors ça, c'est hyper intéressant à valoriser, parce qu'on a des approches de projets qui sont parfois très normées, parfois très contextualisées par rapport à l'entreprise, et ils ont un regard neuf. Ils ont une approche de la résolution de problèmes qui est extrêmement dynamique et qui est disruptive dans l'approche, puisqu'on ne s'attend pas à les trouver sur ces modes de réflexion-là. Et dans cette approche, il faut surtout les laisser s'exprimer, parce que ça génère deux choses, et c'est ce que Google a tenté et réussi d'ailleurs. Ça permet l'innovation et ça permet le développement de nouveaux produits. Apple avait fait ça à une époque, ils l'ont un peu recadré ces derniers temps, mais ils l'ont fait, ils ont réussi. Tous les nouveaux produits qu'on voit arriver sur le marché sont nés de ce genre de process de management où à un moment donné, on casse les codes, on casse tout, on se livre à un exercice et de l'exercice naît une idée et c'est l'idée qu'on fait fructifier et l'approche n'est plus du tout la même. Ce qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs avec les problématiques de Lean dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité de leur donner des responsabilités qui sortent de leur périmètre initial. Donner des responsabilités, ce n'est pas uniquement leur dire « bon bah voilà, tu vas être responsable d'un portefeuille ». Ce n'est pas que ça. Donner des responsabilités, ça peut être « j'ai un projet qui m'impacte au quotidien ou qui va impacter le développement de l'entreprise ». Ils sont très intéressés par ces aspects-là, c'est-à-dire savoir quel est leur impact sur l'entreprise. Et donc à ce titre-là, je te fais confiance, je te confie ce projet-là. Et souvent, les mots qui marchent très bien, c'est ta carte blanche. C'est fais comme tu le sens
Et vous allez voir que très souvent, ils vous produisent de l'or. Alors c'est parfois intrinsèquement, immédiatement peu facile à mettre en place ou en tous les cas à communiquer, mais quand vous structurez un peu les choses de ce qu'ils vous ont délivré, il y a très très souvent de très bonnes surprises. Et comme je le disais à l'instant, si vous leur témoignez de la confiance, forcément, vous allez développer leur appartenance et leur motivation. C'est le levier numéro 1, c'est la confiance. Alors on dit toujours la confiance, ça ne se décrète pas, hein, ça s'acquiert avec le temps, etc. Sauf que c'est une génération qui a besoin de ça. De par les logiques d'insécurité dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont nécessairement besoin de se sentir dans l'entreprise comme à la maison. Alors ça, en général, on est un peu réticent pour une raison simple, c'est que à l'entreprise comme dans la maison, ça veut dire que vous avez des mélanges des genres qui parfois sont un peu particuliers. Un exemple, la première fois que je suis arrivé chez Ferrero, je me suis retrouvé avec une vingtaine d'enfants de 3 ans, je crois, dans le hall de l'entreprise. Puisqu'en fait, dans l'entreprise, dans le hall du siège social, vous avez une crèche. Et donc, les collaborateurs qui ont donc des enfants en bas âge déposent les enfants à la crèche et les enfants sont dans l'entreprise comme ils sont chez eux. Donc, vous avez des jouets par terre, vous avez voilà, ce genre de choses un peu sympathiques, avec ce mélange des genres qu'il faut à un moment donné gérer. Flexibilité et optimisation des conditions de travail. Justement, c'est le point que j'évoquais là. Les dernières ordonnances Macron ont pas mal ouvert le champ là-dessus. C'est le télétravail, entre autres. C'est l'entreprise n'a plus de frontières, plus de portes, plus de bâtiments. Les open space, c'est juste aujourd'hui une blague pour eux, puisque de toute façon, ils sont capables de travailler n'importe où. Ils n'ont plus de lieu, puisqu'on est interconnecté, on est sur ordinateur portable, on a les smartphones, donc on est joignable partout, tout le temps, avec les problématiques qu'on connaît de déconnexion ou de non-déconnexion. Ça, c'est la caractéristique principale de cette génération-là. C'est plus de bureaux, donc plus d'environnement managérial, donc plus de contexte fermé, plus d'approches théoriques et empiriques telles qu'on pouvait les avoir avant en matière de management. Et donc forcément, il faut revoir tous les codes, toutes les approches, les points d'activité qu'on pouvait faire avec eux à une époque, ça se fait par téléphone, ça se fait par SMS. Il y a beaucoup d'infos qui s'échangent par SMS, par WhatsApp, par Instagram. C'est des modes de communication qui sont hyper rapides et ils sont très sensibles en matière de communication interne à ces modes de management-là. Souvent, on note aussi que l'espace de travail est agencé de telle sorte qu'il doit favoriser la concentration et il manque un N d'ailleurs, la concentration et l'efficacité. Et ça, ils savent le faire par eux-mêmes. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est ce qui s'est passé chez Google. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu les images de leur siège social, il n'y a plus de bureau chez Google. C'est des grands plateaux sur lesquels ils ont mis des divans, des coussins, des poufs, des trucs très colorés, parce que c'est la couleur sur le plan ergonomique stimule l'imagination. Et ils fabriquent leurs propres espaces collaboratifs. En se disant, tiens, moi j'ai besoin d'un programmeur, j'ai besoin d'un technicien, j'ai besoin d'un ingénieur machin, j'ai besoin d'un type réseau, etc. On se réunit tous au même endroit, on prend une machine à café, on prend un paperboard, ou pas d'ailleurs, on prend des PC, on se réunit là, on fait une salle de réunion. Et ça devient un groupe de génération d'idées, un groupe de résolution de problèmes. Et ça, c'est l'approche du management de demain. Donc forcément, décloisonner les frontières entre le lieu de travail et le domicile, ça veut aussi dire que demain, il n'y a plus d'horaire. Là où avant, on se disait c'est génial en termes de durée du travail, j'arrive à telle heure, je pars à telle heure, je fais pointer, je fais dépointer à la sortie, ça c'est fini. C'est je peux travailler de chez moi. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez des collaborateurs, et il y a des entreprises qui s'y mettent, en particulier des PME, parce que ça leur coûte moins cher aussi, et vous avez des collaborateurs qui ne travaillent plus dans l'entreprise. Ça se fait par classe virtuelle, par net meeting, par téléphone, par SMS, par échange de documents par mail, etc. Et les gens ne se voient jamais. Ou alors, s'ils se voient, ils se voient dans des espaces de coworking qu'on peut trouver dans des centres-villes, qui commencent à fleurir pas mal, mais qui sont des espaces éphémères, de quelques réunions, de calage. Et vous avez des grandes boîtes qui sont nées comme ça. C'est le cas d'une boîte dont on a beaucoup parlé ces dernières années qui s'appelle le Slip Français, qui a été lancé par un gars d'HEC. La boîte est née comme ça.
Il est né, il a créé sa boîte dans sa chambre, intéressé, il cherchait un concept. Il a pris un morceau de tissu, un élastique, il a fabriqué son premier slip, c'était parti. Et depuis, il a développé une boîte qui génère je ne sais plus combien de millions de chiffres d'affaires par an, avec des boutiques qui fleurissent partout en France et dans le monde exactement, et qui reprennent le savoir-faire français. Et cette idée-là est née d'un gars tout seul dans une chambre qui a dialogué à un moment donné avec un autre gars tout seul dans une chambre. Ils ne s'étaient jamais vus et l'entreprise est née comme ça. Facebook est né comme ça, etc., etc. Troisième point, les récompenses originales. Alors là aussi, il faut trouver du sens. Je vous rappelle la génération du pourquoi. Donc forcément, si je me pose la question du pourquoi, je cherche à trouver du sens à tout ce que je fais. Qui dit trouver du sens, dit comprendre et ressentir comment le travail sert la vision globale de l'entreprise. Moi, je m'en fous de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi je sers dans l'entreprise. Moi, je suis exceptionnel. Il n'y a que moi qui fais tourner la boutique. Vous l'avez déjà vu, ce comportement. Il n'y a que moi qui fais tourner la boutique. C'est grâce à moi qu'on arrive à faire des résultats. Et donc, forcément, je veux comprendre comment j'impacte le résultat d'entreprise. Donc, les salariés seront d'autant plus engagés que leur contribution sera reconnue. Reconnaître une contribution, ce n'est pas que le salaire. Le salaire est effectivement une donnée, mais vous avez les rémunérations cafétéria qui nous arrivent du Canada, qui fonctionnent très très bien maintenant. On ne verse plus nécessairement de part variable, par exemple. En lieu et place d'une part variable, on va offrir un abonnement dans une salle de sport, un voyage en Nouvelle-Zélande, une adhésion pendant 1 an au club de golf. On va offrir la mutuelle, on va offrir, etc., etc. Ce qui n'est pas sans déplaire aux URSSAF, évidemment, puisque ça crée d'autres difficultés. Mais en tant que tel, c'est aujourd'hui des systèmes de rémunération qui sont attendus parce que très innovants, parce que très originaux et parce que de toute façon, le salaire perçu ne sert plus, comme c'était le cas avant, à payer la maison, à s'installer, à s'implanter, à prendre ses racines dans un lieu donné, mais il sert à voyager, à aller voir les uns les autres, à rester interconnectés, à découvrir le monde, à chercher des approches multiculturelles et à apprendre des autres. C'est tout le paradoxe. On est dans un environnement qui est de plus en plus individualiste, mais on cherche de plus en plus à connecter les gens, ce qui est très antinomique. Pour impliquer les employés, il est donc crucial de multiplier les leviers de reconnaissance et les décliner de façon personnalisée. Un autre exemple de moyen de rémunération, avant on disait bon ok, ça s'est bien passé cette année, je vais donc te payer la formation sur tel et tel sujet, tu as demandé une formation en management, je vais te payer ta formation management. Ça ne les intéresse plus, c'est pas assez original. Ce qu'il faut aller chercher, c'est des formations diplômantes, c'est aller chercher des formations où eux peuvent se mettre en scène, aller chercher d'autres modes de formation, les formations par le théâtre, les formations ludiques, les formations par le jeu, etc. Donc, vrai changement de contexte, vrai changement d'approche et vrai changement d'approche managériale. Récompense originale, ça c'est ce que je vous évoquais, un package salarial personnalisé, je suis unique et différenciant, d'où la rémunération cafétéria. Les bonus jouent un rôle évidemment dans l'équation, ils doivent être pensés pour récompenser l'engagement des collaborateurs et le bonus c'est plus de l'espèce sonnante et trébuchante, voyage, coaching, formation, salle de sport, c'est ce que je vous évoquais juste avant. Et plus le contexte de travail est exceptionnel, plus les talents exceptionnels vont vous rejoindre et ça, vous prenez toutes les entreprises qui aujourd'hui attirent, elles attirent par ça. Il faut donner envie et il faut donner du plaisir à évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Et donc forcément, plus vous allez être originaux, plus vous allez aller chercher des démarches qui permettent à chaque individu, chaque salarié de jouer le propre rôle de sa vie, d'être l'acteur de sa vie dans l'entreprise, au plus vous êtes dans le vrai aujourd'hui. Alors, quelques pistes de solutions qu'on a mises en œuvre, intéressantes dans l'approche et dans l'exploitation qui peut en être faite. Alors, le premier point, on a négocié il y a 1 an. On a clôturé nos négociations sur l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, reprenant entre autres toutes les problématiques que je viens de vous citer là, visant à travailler avec les partenaires sociaux sur quels seront les métiers en tension demain, quelles réponses on apporte en matière d'emploi
quels engagements on peut prendre en termes de volumétrie et quels outils on met en place. Alors, exit, les entretiens individuels et annuels, traditionnels rendez-vous de management. On a essayé de développer autre chose, on a développé d'autres approches et on a essayé d'approcher la GPEC suivant plusieurs sujets. Premier sujet, c'est on a travaillé sur les logiques de coaching individuel, collective, que chaque collaborateur puisse être amené à prendre une position de coach avec d'autres collaborateurs, avec la vraie logique de la définition du coach à l'américaine. Ce n'est pas un tuteur, le coach, hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va être aussi bienveillant que violent dans les approches et dans l'apprentissage. Mais en tout état de cause, il vous donne les outils, il vous donne la capacité à vous mettre en avant, à apprendre, à vous dépasser. C'est ça le but du coaching. On a développé un principe de passerelle métier, un système d'évaluation de performance différent. On a lié le tutorat avec le mentoring, puisque tutorat c'est bien mais c'est plat. C'est intéressant, si vous voulez développer la fidélisation, d'avoir un mentor dans l'entreprise. Et plus le mentor est haut dans l'organisation, au plus ça plaît aux jeunes qui rentrent. Donc les systèmes de parrain, les systèmes d'accompagnement, de rencontre des membres de COMEX ou de CODIR. On a aussi considérablement formé nos managers à ces approches de changement de génération que je vous évoquais là, parce que c'est plus que nécessaire. Je répète, il n'y a rien de pire que d'envoyer les managers non armés en face de populations qui aujourd'hui rentrent sur ces logiques de génération et de communication, parce qu'on les envoie au casse-pipe et que de toute façon, à terme, c'est un investissement sur lequel on ne peut pas capitaliser. Fidélisation, on en a parlé. Des testings de recrutement, on a abordé, alors on a essayé le speed dating, on en parle beaucoup, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a abordé le recrutement par le jeu, beaucoup, parce que ça c'est une dominante sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Et puis aussi beaucoup par un test spécifique sur lequel je vais revenir après, qui s'appelle le test Insights, qui est basé sur un modèle psychanalytique intéressant parce qu'il donne des prospectives et des perspectives qui positionnent le collaborateur seul dans une organisation, mais aussi au milieu d'une équipe. Donc ça, je vais y revenir après. Travailler sur la logique de publication des job postings. Les postes à pourvoir, on les placarde plus dans l'entreprise, enfin on les placarde encore, mais plus dans l'entreprise. On envoie des SMS, on envoie des mails, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. On est sur Internet, on fait des mini-films, on explique quelles sont les évolutions de carrière, les perspectives de carrière, on tourne des films humoristiques pour pouvoir démontrer ce que c'est que le quotidien du poste. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. En tous les cas, on s'est doté des services d'un studio sur le sujet. On a aussi considérablement adapté le plan de formation en se faisant accompagner par les GRETA, les groupements d'établissement, on en a parlé la dernière fois. On a travaillé aussi sur des logiques de recrutement et on a développé des diplômes spécifiques et actuellement à la branche professionnelle, on est en train de travailler sur un CQP de technicien de maintenance agroalimentaire qui répond exactement à nos attentes. Donc on a arrêté, alors il ne faut pas que je dise trop fort ici, mais on a arrêté de faire confiance à l'éducation nationale en envoyant des messages et en expliquant que attention, on a besoin de tel type de profil. On s'est pris en main et avec plusieurs professionnels, donc l'INT principalement, l'INT Ferrero et c'est moi, et on a développé un profil et un diplôme parce qu'on en avait besoin et parce qu'on ne peut plus attendre d'avoir les bons profils. On a développé aussi toute une dynamique de transfert des savoirs et de l'expérience, donc la capitalisation, alors ça c'est une méthode par le jeu. C'est des petites cartes pour faire du mind mapping avec le collaborateur. Parce que ça, si vous le faites autrement que par le jeu, c'est chiant à mourir comme truc. À bâtir, c'est vraiment long et fastidieux. Par contre, si vous le faites avec le collaborateur en situation, que vous lui donnez la possibilité d'exprimer des choses, avec un consultant qui fonctionne très bien, vous obtenez des supports de formation qui sont extrêmement utiles pour la suite et qu'ensuite vous pouvez mettre en scène dans le cadre de MOOC, dans le cadre de tutos internes, dans le cadre d'outils qui sont utilisés et repris par les jeunes générations. Donc très facile à mettre en œuvre ces aspects-là. Alors, on a travaillé sur l'évolution des profils, on a monté un parcours d'accueil et d'intégration spécifiquement dédié à ces nouvelles générations, donc, où par exemple chaque jeune qui rentre chez nous va fabriquer un Ferrero Rocher avec ses propres mains.
voit donc les contraintes en matière de production, de qualité, d'hygiène alimentaire, je crois que j'ai tout dit, de goût aussi, parce que des fois il y a des drôles de surprises, etc. etc. Et donc cette première expérience, c'est aussi un premier contact avec le produit, donc un premier contact avec l'entreprise. Et donc c'est ce qui permet de travailler et de les intégrer en créant cette logique de famille professionnelle. Donc le dispositif chez nous s'appelle la Ferrerita, Ferrerita pour Ferrero, Ferrerita sous forme de course. Donc ils vont chercher des points en expérimentant différents aspects de la chaîne de production, de la chaîne de création de valeur, du design, des aspects commerciaux, des mises en avant en magasin. Vous savez, les grands les châteaux qu'on peut créer, ou alors les super œufs de Pâques ou les cloches Ferrero Rocher que vous trouvez dans les supermarchés. Ça a monté, c'est parfois un peu rigolo. Donc on envoie les équipes pour qu'elles mesurent aussi ce que c'est que le concret du terrain. Et puis les académies, alors on a appelé ça les HR Academy, je vais y venir après, où là on permet à chacun de se mettre en situation d'acteur de formation. L'idée, c'est on a créé, je vais y venir là tout à l'heure, je vais vous l'expliquer après, mais on a créé des académies où nous n'avons pas de formateurs externes, ce ne sont que des formateurs internes et ce ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est avoir un dispositif aussi éphémère que possible pour que chacun soit en capacité d'apporter ce qu'il a apporté dans le quotidien. Alors évidemment, c'est verrouillé sur le plan des outils pédagogiques, des messages à transmettre et des thématiques à développer. Pour autant, c'est une façon de mettre chacun en avant et de répondre à la question « mais moi, comment je participe à impacter le quotidien de l'entreprise ?» Là, vous avez un premier exemple de résultats obtenus sur nos tests de recrutement. Alors, le test de recrutement dont je vous parlais s'appelle le test Insight. Insight, c'est donc un organisme écossais qui a développé un test de personnalité basé sur les 4 préférences de Jung. Jung était donc un élève de Sigmund Freud qui a travaillé sur les problématiques de perception et donc sur la façon dont on se comporte dans des situations données. C'est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez trouver en termes de PAPI, en termes de MBTI pour ceux qui connaissent, en termes de DISC pour ceux qui font le Thomas. Ce test-là est aujourd'hui le plus puissant que j'ai vu sur le marché au regard des livrables qui sont sortis, de l'utilisation qu'on peut en faire par la suite en création d'équipes, en dynamique d'équipe, en résolution de problèmes d'équipe, en approche managériale, en coaching et en recrutement. Et ce qui est intéressant, c'est de dire en 2 mots que nous sommes constitués de 2 profils. Un profil dit moins conscient, qui est notre profil, notre moi profond, c'est-à-dire vous dans votre canapé le dimanche, quand vous n'êtes embêté par personne. Et puis il y a la persona dite consciente qui est ici, qui est vous dans votre situation de travail. C'est-à-dire une fois que vous avez mis le costume de « moi je suis DRH chez Ferrero », j'ai revêti un costume, qu'est-ce qui change entre les 2 personnalités ? Donc le changement est ici la petite matrice de passage qu'on appelle les évolutions d'énergie. Et en réalité, on se rend compte que suivant les profils, vous avez des variations d'énergie qui viennent en compenser d'autres. Et donc on adapte nos comportements suivant les situations. L'idée de ce test qui est intéressant à exploiter, c'est en termes de dynamique d'équipe, ne pas assembler dans la même équipe 2 profils radicalement opposés, donc qui vont se faire la guerre. Mais c'est aussi mesurer le développement de chaque individu, puisque derrière ces tests-là, vous récupérez plein d'informations sur les capacités de chacun à mobiliser des compétences individuelles, des soft skills, et les développer par la suite par le biais de formation, par le biais d'accompagnement, de mise en situation, de changement de job. Et ça vous permet aussi de nourrir un autre outil qu'on va voir juste après, qui est la carte à trous des compétences clés qu'on a utilisée, puisque certains postes nécessitent des profils de personnalité bien spécifiques, et donc ça vous évite de faire certaines erreurs en matière de recrutement. Alors, c'est 25 questions. En règle générale, c'est des tests qui durent entre 20 et 30 minutes, qui sont entièrement informatisés. Il suffit de se connecter sur une plateforme. Le candidat répond aux questions. Il faut qu'il soit dans un environnement bien spécifique, et ensuite, c'est débriefé par le coach Insights.
Donc c'est des coachs qui sont accrédités, il faut une formation bien spécifique. Et ensuite, ils sont donc suivis dans le cadre de ces éléments-là. On leur donne l'intégralité du débriefing de profil qui fait environ une 30aine de pages et qui débriefe sur votre personnalité, vos points faibles, vos points forts, les points ignorés possibles, c'est-à-dire vos modes de réaction que vous n'avez jamais anticipés, jamais vus, mais que d'autres ont vus à votre place, et donc qui peuvent des fois nuire à votre communication, vos modes de communication, vos modes de management, vos potentiels d'évolution. Qu'est-ce que j'oublie? La dynamique d'équipe, etc., etc. C'est un test qui est extrêmement puissant en termes de résultats. Ouais, pardon. Est-ce que vraiment quand la personne fait les tests, elle est vraiment concentrée dans ce que vous avez dit, 25 minutes Ouais. hors test? Ouais. Oui, alors en psychométrie. Ouais. Je précise tout à l'heure sur le switch, cette formation. D'accord. En psychométrie, on a démontré qu'un test pertinent, c'est 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, on affine davantage le profil. À partir de la 30e minute, c'est terminé, on ne récupère plus rien. En fait, le candidat, à la 30e minute, commence à comprendre quelle est l'articulation qu'il y a entre les questions, commence à lire les potentiels résultats du test, il faut arrêter. Donc normalement c'est 15 minutes, 15 minutes 25 questions, ça se fait très bien. En moyenne c'est 20 minutes et 30 minutes c'est de trop. Autre proposition de typologie d'action, ce qu'on a mis en place est ce qu'on a appelé les compétences clés. Donc là, gros travail. Aujourd'hui, on a codifié en France, d'ailleurs dans le monde, parce que je crois que le modèle a été breveté par le cabinet qui le développe, qui s'appelle Cubix. On a identifié 53 compétences clés pour tenir n'importe quel job donné dans une organisation, quelle que soit l'organisation, association, PME, PMI, gros groupe, fonction publique, fonction privée et libérale. 53 compétences rangées en 5 familles, réflexion, relationnel, management, gestion de soi, réalisation. Forcément, à un moment donné, le poste que vous occupez est une combinaison linéaire de 1 à 8 compétences clés qui sont ici, 8 étant le maximum. Derrière chacune des compétences clés identifiées, vous avez une définition précise avec des exemples donnés qui vous permet de codifier l'ensemble de vos postes. Une fois que vous avez fait ce travail-là, chaque fiche de poste recueille 8 compétences clés maxi données. Par poste, imaginez, vous prenez un Bristol, vous faites un trou en face de chacune des compétences attendues pour tenir le poste, d'accord ? Et donc vous avez autant de cartes à trous que vous avez de postes codifiés. Et puis ensuite, vous prenez le collaborateur et vous dites « Monsieur X, il occupe ce poste-là. Il vise ce poste-là. Je vais venir mettre en rapport les 2 cartes. Je regarde les trous traversants, il a les compétences. Je regarde les trous qui ne traversent pas et je me pose 2 questions. La première, c'est « A-t-il besoin des compétences pour prendre le poste ?» Auquel cas, on voit si on peut l'orienter vers une expérience qui lui permettrait d'acquérir ces compétences-là. Ou n'a-t-il pas les compétences ? Et ne sont-elles pas utiles immédiatement, et auquel cas on l'envoie en formation pendant son cursus. C'est un outil là aussi qui est extrêmement puissant parce que derrière ça, vous avez un outil d'alimentation des entretiens individuels et professionnels, vous avez un outil d'alimentation des plans de formation, un outil de création de passerelles métiers, et donc forcément derrière des parcours de carrière sur lesquels vous pouvez communiquer et que vous pouvez expliquer. D'où le pourquoi. Parce que ce dispositif-là étant très didactique, disposant d'un certain nombre de définitions, vous pouvez objectiver tout ce qui se passe. Et donc ça vous permet de répondre aussi à des logiques de transparence. Et ça permet de calmer les ardeurs de certains qui s'imaginent déjà DG avant même d'avoir eu une première expérience professionnelle. D'accord ? Donc ça c'est hyper puissant, on l'a mis en place il y a 1 an quand je suis arrivé. Aujourd'hui on commence à en récupérer les fruits, sincèrement, enfin on va le voir après. On a eu beaucoup plus d'apaisement des équipes au moment du passage des entretiens individuels, des plans de formation beaucoup plus pertinents, efficients et bien plus nourris intelligemment que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et on déroule sur des résultats qui, en matière de développement de l'entreprise et de réponse aux problématiques de compétences et d'attente d'évolution de compétences, est hyper intéressant.
Ça, c'est un des sujets qui nous remonte par les collaborateurs en disant c'est une vraie évolution dans l'entreprise en matière de communication. Qui évalue les compétences des salariés? Alors, les compétences des salariés sont évaluées par les managers, d'où l'impact de la formation, très importante en amont des managers. Et ceux qui déterminent les compétences de chacun des postes, ça se fait sur des panels donnés avec des comités restreints, donc dédiés, souvent par au moins un manager, la fonction RH, le consultant. Et on prend des personnes, des métiers transverses connexes qui peuvent justement donner un recul sur ce qui se fait et sur les attendus en matière de clients internes. D'accord. Et donc les 8 compétences clés, 8 compétences clés maximum Par poste. y compris celui du DG. Oui, exactement. Et chaque salarié peut Consulter. être évalué sur l'ensemble des compétences. Oui. Chaque salarié peut consulter. Est-ce qu'il a Alors, chaque salarié peut consulter, ça oui. des compétences maximum aussi ou bien... Non, alors un individu peut être constitué de maxi 53 compétences. D'accord. Mais par contre, pour tenir le poste, il faut 8 maxi. Alors pour le DG, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il en faut 7 maxi. Il n'y a pas la 8e. On a cherché, hein, mais on n'a pas trouvé. Mais ça, c'est une donnée importante. Par contre, oui, nous, on l'a rendu transparent, volontairement. Parce que c'est le meilleur moyen de communiquer sur les passerelles métiers. Et à partir du moment où on s'engage à la on attend de la transparence de nos collaborateurs, on doit s'engager aussi à la transparence. Est-ce que du coup, ça fait régulièrement cette test-là parce qu'on peut évoluer et du coup, la personne qui faisait le test de DG, si je veux pouvoir, est-ce qu'elle peut refaire le test À tout moment. Alors, ce n'est pas un test à proprement parler. Hein. C'est à tout moment, elle peut consulter la carte emploi-repère, d'accord, pour avoir les compétences clés données. Ce qui est important, c'est à chaque mouvement dans l'organisation, elle peut aller consulter la carte correspondant au mouvement. Et quand elle le souhaite, elle prend rendez-vous avec le RH qui la gère, et c'est le RH qui lui présente les éléments, qui lui présente les définitions de la bibliothèque de compétences, qui sont aussi disponibles sur l'intranet. Et donc, tout ce travail-là, il se fait en accompagnement. Mais toutes les logiques de succession planning qu'on peut trouver habituellement dans les entreprises, elles sont pilotées par là. C'est ce qu'il y a de plus objectif. En termes de transparence, donc c'est l'évaluation d'un salarié, vous le mettez à disposition du salarié en question. Ah, que du salarié. Non, que du salarié. Ah oui. Ouais. Non, on pourrait, mais non. Là, on a d'autres problèmes. Okay. Mais non, l'objectif, c'est l'évaluation du salarié sur le poste visé est faite conjointement. En général, on est 3, le manager, le RH et le salarié. Donc, ce qui découle de ça, c'est ce que je vous expliquais ici, c'est-à-dire la fameuse carte à trous. Donc, le poste X est composé de X compétences, ici. Et donc, suivant les compétences données, alors ça ne va pas être un bon exemple, parce qu'il y en a 9, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Là, il y en a 9, donc ce n'est pas un bon exemple. C'était au début du projet. Vous avez, est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce qu'elles sont très importantes, etc. Et en fonction de ça, dans l'approche, vous screenez progressivement et vous tombez sur les compétences qui vont bien par le biais de ces outils-là en groupe de travail avec le panel que je vous évoquais. On construit la fiche emploi repère qui va avec, que vous avez là un petit exemple du responsable maintenance chez nous. Et de cette fiche emploi repère, vous déviez sur les éléments qui sont là, c'est-à-dire en matière de progression, management de premier niveau, voilà les compétences attendues. Si je veux passer sur un management intermédiaire, j'ai ce socle de compétences-là obtenu, il est là. Mais par contre, j'ai besoin de celle-là en plus. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de celle-là. Je peux avoir besoin de celle-là et de quelques-unes qui sont ici, mais pas de toutes. Mais je sais que je les ai déjà, et pareil pour le poste de direction. Et donc, c'est incrémental, de façon systématique. Autre idée, donc ça c'est le dispositif qu'on a mis en place dans le cadre de la création des passerelles métiers, développer l'employabilité en interne. On l'a fait par le biais de l'accord de GPEC, on s'est appuyé sur ces dynamiques-là. Ça, je vous ai expliqué le principe des passerelles qu'on évoquait, en sachant qu'on est aussi sur des logiques alimentées par les plans de formation. Et donc le plan de formation devient un outil de ces démarches-là et non plus un préalable à quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que la formation n'est plus une récompense en disant « tu as bien travaillé, je vais t'envoyer en formation parce que tu es méritant », mais devient un vrai outil de management et de gestion prévisionnelle des employés des compétences. Autre exemple, ça ce sont les académies qu'on a mis en place
dans l'entreprise, donc ça vit depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, vous avez en tout et pour tout 10 académies. L'Industrial Academy, HR Academy, Marketing Academy, Sales Academy, Legal Academy, Packaging Academy. Ça, c'est toute la partie matières premières, raw materials. Vous avez la partie supply chain, vous avez la partie technologie. Technologie, chez nous, c'est toutes les recettes. C'est ceux qui connaissent la recette du Nutella, par exemple. Et on a la partie procurement. Derrière ces académies, un certain nombre de programmes. Alors là, ils ne sont pas nécessairement lisibles, mais à chaque poste que vous allez retrouver ici correspond un minimum de formation accessible. D'accord ? Derrière chacune de ces formations-là, vous avez autant de formateurs que vous avez de salariés ou presque. D'accord ? L'idée étant d'avancer vers la création des communautés. Donc ça, c'est un vieux concept, il a à peu près 15 ans ce concept-là. L'idée étant exactement ce que je vous évoquais tout à l'heure avec la logique des tutos, etc. Tout le monde peut faire un tuto sur quelque chose. Donc tout le monde, dans la famille professionnelle technologie par exemple, peut parler d'un bout de la recette de Nutella. Et ce qu'il va évoquer peut servir à d'autres, ou en tous les cas va apporter une façon de présenter qui sera différente, et donc va créer de l'émulation. Et on met chacun en capacité d'être acteur de développement de l'entreprise. Pour le faire, on accompagne donc les collaborateurs dans une formation qui s'appelle Train the Trainer. Donc on les rend formateurs, on leur donne les basiques de la formation, on leur donne les basiques de la création de support, les basiques de la présentation de support, etc. Et puis ensuite, on les met en situation d'évaluer et donc pareil, de passer le flambeau, etc., etc. Et là, on casse tous les codes classiques de l'expert, du manager, tout ça c'est mélangé. Et donc forcément, vous cassez aussi tous les codes un peu rigides qu'on connaissait par un temps, avec le fameux contrat de génération auquel j'ai jamais cru personnellement, l'ancien qui va former le petit jeune qui rentre, parce que ça c'est à mon avis tout simplement un non-sens. D'accord ? Par contre, l'ancien qui au bruit pouvait dire la machine là, elle merde à tel endroit, moi je dis c'est ça, et qui explique ça à un jeune dans le cadre d'une formation, et le jeune a la possibilité de toucher, d'aller voir, d'entendre, mais il n'est pas assis sur sa chaise à écouter que le monsieur en question, plus ou moins expert de son métier, lui explique, c'est une toute autre approche de la formation. Et ça change tout. Et dernier point que je voulais partager avec vous, ça c'est ce qu'on a mis en place. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait que les salariés avaient tendance à étaient en quête de sens. On a mis en place une dynamique de qualité de vie au travail l'année dernière qui s'appelle You. You pour toi, c'était donc leur résultat, qui en fait est basé sur la présentation d'une pyramide que vous avez sur la gauche, avec 5 piliers, plus sûr, plus sain, plus simple, plus serein et plus de sens. Donc derrière tout ça, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées, 135 questions, et là c'était du déclaratif, c'est pas de l'évaluation de comportement, c'est du déclaratif, donc que pensez-vous de ça, ça, ça et ça ? Et en fonction de ce screen, on obtient un baromètre de l'entreprise. Selon différentes thématiques, les valeurs, la vision, la hiérarchie, le management, l'organisation du travail, le contenu du travail, l'environnement macroéconomique et l'environnement physique et technique. Et en dessous, on obtenait donc un score. Vert clair, tout se passe bien, on est entre 7 et 10. Vert foncé, il y a un risque faible. 3 et 5, orange, risque fort. Et rouge, c'est carrément craignos. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est à traiter rapidement. On a donc travaillé sur des problématiques diverses. On a parlé des charges lourdes, on a parlé de l'environnement bruyant, du multimatriciel dans l'organisation, du management à distance, de l'encadrement de moins de 3 équipes, etc., etc. On a donc screené un certain nombre d'aspects et ensuite, on a été évalué un baromètre de stress, à savoir est-ce que vous êtes bien ou pas bien dans l'entreprise, est-ce que vous vous sentez stressé ou pas stressé. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il existe donc au monde un seul test qui est un test purement scientifique qui a été développé par un médecin qui s'appelle le docteur Cohen, qui est un test non déclaratif. C'est lié justement aux fameuses questions puisqu'elles étaient, la récupération des données était planquée dans le questionnaire.
Et ce qu'on a constaté, c'est que souvent, mais ça c'est classique dans toutes les organisations, souvent le stress est sous-estimé par rapport à la réalité de ce qu'est le stress. Alors je ne suis pas en train de vous dire attention, on est tous stressés, etc. C'est tout le contraire. Ce que ça veut dire, c'est que le stress tel que vécu aujourd'hui dans l'organisation est nécessaire parce qu'il est générateur de résultats. La seule chose, et c'était ça qui était intéressant dans l'exercice, c'est réussir à corréler les deux tests. Ces 34% ici me disent qu'ils sont peu ou pas stressés, et pour autant, il n'y en a que 6%. Parce que là où j'en ai 45 qui me disent « je suis très très fortement stressé », je n'en ai que 34. Et nous sommes dans la moyenne, puisque les 21% ici sont en réalité 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique qu'on a mis dans le tuyau pour faire bouger l'organisation, pour expliquer les choses aux gens, pour les placer dans la réalité de leur poste, dans les attendus de leur poste, etc. Tous ces éléments-là ont participé à une émulation, le stress ici mesuré, mais cette émulation n'est pas anxiogène parce qu'on a donné du sens. Et donc ça, c'est la pyramide qu'on a récupérée. Tout est vert foncé, donc pas de gros sujets, des sujets, mais pas de gros sujets. On a un problème sur la partie simple qui est lié à des problématiques d'organisation, et derrière ça, on a récupéré une somme d'appréciations hyper intéressantes sur lesquelles on travaille aujourd'hui, que sont la justice organisationnelle, le sens du travail, la vision et les valeurs. Donc ce qu'on nous dit, c'est les valeurs et le sens du travail, tout va très très bien, on a bien compris. Message reçu. Au regard de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la génération, intéressant en matière de fidélisation. Pour autant, en termes de justice organisationnelle et de vision, on n'est pas encore très clair. Il y a des choses qui ne nous paraissent pas claires en justice organisationnelle, pourquoi lui et pas moi. Et de la même manière, la vision aujourd'hui ne nous est pas suffisamment claire. Le meilleur exemple, quand on a lancé ça, on venait d'acheter la marque Delacre et d'Elichoc. Le groupe investissait aussi aux États-Unis dans des segments de marché différents des segments historiques. Et donc forcément, il y a des questions qui se posent et on les retrouve ici. Autre exemple, le simple. Le simple, on nous dit c'est très bien en termes de management N+1, on comprend bien cet aspect-là, c'est clair. En plus, le rôle du manager est clair, je considère et je reconnais mon manager, pas de souci. Le contenu de mon travail est clair, résultat de ce que je vous montrais tout à l'heure sur les compétences clés, c'est là. Pour autant, l'organisation du travail n'est pas claire et on note beaucoup de changements. Attention, la lumière s'allume, beaucoup de changements c'est bien, pas trop de changements, sinon on fait machine arrière. C'est la raison pour laquelle on a temporisé sur certains projets. Et de la même manière, en termes d'organisation du travail, c'est la finalité du dispositif des compétences clés sur lequel on est engagé. Voilà le résultat qu'on pouvait tirer du baromètre. Donc c'était pour conclure sur les outils qu'on a mis en place.